Sur le récif de Bora Bora, on peut parfois apercevoir la silhouette d'un homme qui nage en observant les fonds marins telle une vigie. Ce n'est pas un simple pêcheur. Ici, tout le monde le connaît. C'est le Tavana, le maire de la commune depuis 30 ans, Gaston Tong-Sang. Son lagon, c'est un petit vase clos. Une bulle où chaque activité humaine a des conséquences directes, visibles à l'œil nu. Un laboratoire à ciel ouvert dans lequel des initiatives environnementales originales ont été mises en place. Un exemple pour le reste du monde. Bora Bora, c'est la perle du Pacifique. Situé à 250 km au nord de Tahiti, c'est un atoll de petite taille. 40 km² que surplombe l'emblématique mont Otemanu, qui culmine à 727 mètres au-dessus d'un lagon unique au monde. Partout dans le monde, de fortes menaces pèsent sur les écosystèmes marins. Le réchauffement climatique, l'acidification des océans, la pollution plastique ou encore la sédimentation liée aux activités humaines provoquent la mort du corail. La surpêche et l'urbanisation, elles aussi, mettent en péril la biodiversité en détruisant les habitats naturels. Si rien n'est fait pour endiguer ces bouleversements, c'est la mort des récifs coralliens à l'échelle planétaire. Bora Bora, à terme, risque de subir ces menaces. Dans la culture polynésienne, le mana, une tradition ancestrale, associe la nature et les hommes à des forces vitales. Le mana impose un respect mystique de l'environnement. Regarde cet arbre. Il n'est pas centenaire, mais il est magnifique. On est sur ce fameux mot tapu. Tapu pour nous, c'est-à-dire sacré, à ne pas toucher. C'est un motu, à l'époque, quand j'étais enfant, était pratiquement interdit d'accès. Sa position par rapport à la passe, au récif et au lagon, fait que tout le sable du lagon vient un peu s'entreposer ici. Ce lagon est le miroir de la Terre. Tout ce qu'on fait sur la Terre se reflète dans l'eau. Et toute pollution sur la Terre se retrouve dans l'eau. Et finalement, ce lagon est tellement sensible, tellement fragile. Bora Bora, c'est aujourd'hui un mythe touristique mondial.
une destination très prisée qui draine un flux permanent de plus de 100 000 touristes tout au long de l'année, soit 5 fois plus que la population locale. Américains, Chinois, Japonais, mais aussi Européens viennent goûter à la splendeur des eaux turquoises de ce magnifique lagon, le plus souvent pour s'y marier. Le tourisme, c'est l'or de Bora Bora, sa plus grande richesse. Une manne financière de près de 300 millions d'euros par an. Même si l'atoll s'est depuis longtemps tourné vers un tourisme haut de gamme pour limiter la pression sur le lagon, cette activité pourrait tout de même devenir à terme un vrai problème. Ça, c'est des tueurs de carangue, de barracuda. Quand le poisson monte en haut, t'as pas eu besoin de descendre maintenant en bas, tu as juste à prendre la canne et tu pêches par en haut. Il y a des saisons, ça mord bien dedans. Il y a des saisons, non. Tu es obligé d'aller au large. Voilà. Touréré s'inquiète de l'avenir de son lagon. Son mode de vie est menacé. Depuis tout petit, les anciens nous ont appris et nous ont transmis leur savoir. Mais tout a changé aujourd'hui. La migration des poissons a changé, notre façon de vivre aussi a changé. Pourquoi? À cause du développement, l'arrivée des grands hôtels, les prestataires nautiques et aussi les jet skis. Les poissons ne viennent plus là où il y a peu d'eau. Ils sont descendus dans les profondeurs. Aujourd'hui, la nature aussi a changé. L'époque a changé. Ce n'est plus comme avant. Avant, la nature nous indiquait le bon moment pour aller pêcher avec la floraison de tel ou tel arbre. On savait exactement quel type de poisson serait abondant. Aujourd'hui, tout a changé. L'époque a changé. Ce n'est plus comme avant. Les indicateurs naturels ont disparu. Alice a été recrutée en 2017 par l'organisation Manta Trust pour surveiller l'évolution des populations de raies manta sur le récif. Là, elles passent, elles font des allers-retours le long du récif. Et des fois, elles s'arrêtent le long du récif, si elles trouvent une patate là qui les intéresse. Et des fois, elles s'arrêtent, elles tournent là. Donc ça, dans l'idéal, on va trouver ça. Ça va depuis la balise jusqu'au bout. On va voir, on va sûrement prendre un mouillage, ce sera plus simple pour faire la mise à l'eau. Elle encourage les touristes à l'accompagner dans ses missions pour les sensibiliser à la préservation du lagon. Nous, on vient les regarder, mais elles viennent pour se faire nettoyer. C'est très important pour elles. Donc, on a des petites règles. Alors, la première, ça va être que quand on trouve une raie manta, on va se décaler de 10 mètres avec le bateau. Donc, on ne va pas aller à l'eau directement sur la raie manta. Donc, on essaie vraiment de glisser dans l'eau sans faire trop d'éclaboussures. Quand on arrive sur la manta, on se mettra au-dessus. On ne fait pas les apnées. Là, elles vont être au fond de 3 à 5 mètres. Donc là, on va rester statique à les regarder là. On a recensé, grâce à ce programme, environ 600 raies manta sur toute la Polynésie. Et en ce moment, à Bora Bora, on en a recensé 145. Donc il y en a quand même beaucoup, parce que les raies manta sont en danger d'extinction partout dans le monde, pour beaucoup de menaces. La pêche accidentelle, il y a aussi un trafic des branchies en Asie. D'ailleurs, les raies manta, c'est un indicateur de si les récifs sont en bonne santé, parce qu'elles viennent pour se faire nettoyer par des petits poissons. Si le récif était en mauvaise santé, on n'aurait pas ces poissons-là. Du coup, ces endroits où les raies manta viennent, on les appelle des stations de nettoyage. Donc là, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. À Bora Bora, il y a 3 stations de nettoyage. Ouais. Ah, il y en a une là. Là, juste en dessous, là. Parfait. Elle doit être sur cette patate-là. Alors, je vous invite à vous préparer. On va faire la petite mise à l'eau si elle bouge pas. Elle s'est arrêtée? Ouais. Trop cool. On va aller voir qui c'est. Ah ouais, il y en a 2. Wow. Trop bien.
Les hôtels eux aussi ont bien compris l'intérêt de protéger le lagon. Lucille et Jérôme sont des jardiniers sous-marins. Ils ont pour mission de favoriser l'essor du corail près des hôtels. Une manière de combiner écologie pratique et tourisme. Le corail, c'est la base de tout l'écosystème marin. Sans lui, il n'y a pas de lagon, pas de poissons, pas de vie. Il faut savoir que c'est qu'à la base, ici, il n'y a que du sable. C'est-à-dire que naturellement, il n'y aurait pas de coraux qui se seraient implantés, puisque dans le sable, ils ne peuvent pas survivre. Ils vont se retrouver ensablés, étouffés par le sédiment. Donc nous, on vient implanter des récifs artificiels. Ces récifs artificiels offrent de véritables petites nurseries pour les poissons, à l'abri des pêcheurs et sous le regard émerveillé des touristes. Yes, everybody? Ok. Donc la première question, c'est qu'est-ce que le corail? What coral is? Is it a plant? Is it an animal or a mineral? Est-ce que c'est une plante? Est-ce que c'est un animal ou un minéral? Animal, yeah. Yeah, it's an animal. They are transparent, and if their leaves, the zooxanthellae, we can see the skeletons. That's why they are white. Yes? But they are still alive. Pour beaucoup de gens, le corail, ce sont des cailloux colorés, sauf qu'en réalité, ce ne sont pas des cailloux colorés, ce sont des animaux qui sont vivants, qui ont besoin d'être préservés, qui sont en plus très menacés, puisque, on le sait, presque 60% des récifs coralliens dans le monde sont menacés à plus ou moins brève échéance, et notamment avec le réchauffement climatique, le blanchiment corallien, etc. Et si on perd les récifs coralliens et si on perd le corail, c'est pas que les cailloux colorés qu'on va perdre, c'est une grande partie de la vie marine. À Bora Bora comme ailleurs, le corail est menacé par le réchauffement climatique, mais aussi par la surpêche des oursins et des concombres de mer qui sont les nettoyeurs naturels du lagon. Lucille et Jérôme doivent aider le corail à se reproduire plus facilement. Le corail est en compétition avec plein d'autres espèces, des algues, des prédateurs, que ce soit des petits gastéropodes, des poissons, des choses comme ça. Et en fait, notre travail, c'est dans cette compétition entre espèces, d'essayer de favoriser le corail pour qu'il se développe le plus possible. Il y a plein de techniques pour créer des récifs. En fait, le corail a besoin d'un substrat pour se développer, un substrat dur. On essaie d'utiliser du substrat naturel. Par exemple des morceaux de roches qui se sont détachés, par exemple à cause des vagues ou des choses comme ça, qui vont venir s'échouer. Et donc on va pouvoir réutiliser ces roches coralliennes, les remettre dans l'eau et après refixer du corail dessus. That's living coral, you can see, is yellow. If you want, you can cut like that. Really hard. Yes. Pour la reproduction du corail, on se fonde sur la faculté qu'a le corail de se reproduire en se divisant et en bourgeonnant. C'est ce qui nous permet de faire du bouturage de corail, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on coupe une petite branche de corail et qu'on la détache de sa colonie initiale, cette petite branche va pouvoir continuer de vivre à partir du moment où elle est dans de bonnes conditions. Like that, and like that. Okay. And you put your coral here. Okay, you can put another one if you want. Usually we make 3. Pour aider les coraux à fabriquer leur squelette calcaire, Lucille et Jérôme utilisent une innovation technologique de pointe développée aux États-Unis, baptisée BioRock. Cette technique s'appuie sur la stimulation électrique basse tension. Des panneaux solaires créent un flux électrique qui est envoyé sur une anode immergée. La structure métallique sur laquelle reposent les coraux fait office de cathode.
Ça va créer un champ électromagnétique qui va créer une électrolyse. Et donc, grâce à l'électrolyse, la structure métallique du récif va calcifier, donc elle ne va pas s'oxyder et elle va devenir de plus en plus résistante pour supporter le poids des coraux. Et les coraux eux-mêmes vont pouvoir se développer de manière plus harmonieuse et bénéfique, puisqu'en fait, ils vont pouvoir bénéficier de cette calcification naturelle pour créer leur squelette calcaire. Calama. Voilà à peu près à quoi ressemble en fait le repas des tortues. Annalei Gold est soigneur au Bora Turtle Center, un centre de protection des tortues marines qui jouxte un hôtel de luxe voisin. Voilà. C'était son dernier calama. Formé à Hawaï, il s'est engagé pour la protection des grandes tortues vertes, une espèce menacée par le braconnage en Polynésie. Les tortues vertes, elles sont là. La plupart, elles ont été, retrouvées dans un filet de pêche, par exemple le Hope. Donc sur Tahiti, le vétérinaire là-bas a dû l'amputer pour éviter que l'infection se propage. Au début, elle avait vraiment du nage à nager dans le bassin. Mais maintenant, tout va bien pour elle. Elle nage très bien. Sam, c'est une tortue qui a été retrouvée sur la terre, une femme perlière. Et vous voyez qu'elle flotte d'un côté. C'est une poche d'air à l'intérieur. Le plus gros problème qu'il y a en Polynésie, déjà, il y a la pollution. Un plastique qui flotte, pour elle, c'est une méduse. Donc, elle va manger le plastique. Et le plastique, ce qu'il va faire, c'est rester bloqué à l'intérieur, donc elle ne pourra pas digérer. Donc une tortue peut mourir en fait avec une inclusion intestinale. À Bora Bora, toute la politique environnementale a commencé avec la maîtrise de la gestion de l'eau. Il n'y a pas de rivière sur l'atoll. Le seul apport en eau douce vient de lentilles d'eau pluviale issues du ruissellement. Depuis les années 2000, des sécheresses successives ont appauvri les réserves en eau potable. Elles ne suffisent plus aujourd'hui à subvenir aux besoins qui ne cessent d'augmenter. La commune de Bora Bora a dû se tourner vers la désalinisation de l'eau de mer dès 2006. Le maire Gaston Tangsang, avec l'aide de Vincent Sturny, un ingénieur spécialisé dans le traitement de l'eau, a initié un système à la pointe de la technologie. Selon lui, c'est un procédé qui a 15 ans d'avance sur l'Hexagone. Alors, Vincent, Ça va, Tavana? et toi, ça va? Très bien, très bien, très bien.
Donc là, vous êtes sur l'usine de Hanau, qui se compose en fait de 2 unités qui ont été construites dans la foulée en 2006 et en 2007 pour faire face bien sûr aux problématiques de sécheresse qu'on connaît depuis les années 2000 et pour faire face aussi aux nouveaux besoins puisqu'il y avait 3 hôtels de luxe qui se construisaient en même moment. Et c'est simplement une usine de dessalement, donc on prend de l'eau de mer, on l'injecte à très forte pression dans des membranes avec un pouvoir de coupure de l'ordre du milliardième de mètre. C'est un sort de filtre très très fin qui permet de retenir même les éléments les plus petits qui sont présents dans l'eau de mer, et en l'occurrence le sel dissous. Et donc l'eau de mer circule au travers de ces filtres, et grâce à la pression, il y a juste l'eau douce qui arrive à passer jusque dans le canal central. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien que Bora est une des seules îles hors Tahiti qui a de l'eau potable. Et pour pas dire la seule. Donc c'est le premier pas. Moi je pensais que c'était le premier et le dernier pas. Et je pouvais aller à la pêche avec l'eau au robinet. Mais malheureusement, moi j'ai bien compris le message des techniciens. Ils m'ont dit, mais monsieur le maire, en réglant le problème de l'eau, vous venez de créer un autre problème. Je dis, attends, ça suffit, laisse-moi me reposer. Mais oui, cette eau qui arrive dans les maisons repartent souillée pour 90% des quantités. Et cette eau, si vous ne faites rien, va polluer ton lagon. Là, ça a été la catastrophe totale. Et si le lagon est pollué, c'en est fini. Pour l'environnement, pour le lagon et surtout pour notre activité touristique. Et c'est comme ça qu'on est parti, enclencher le pas sur la réalisation du réseau d'assainissement du tout à l'égout des eaux usées. Ici, nous sommes sur la station d'épuration de Pauvaille. C'est une station d'épuration biologique. Le bassin d'aération, c'est un élevage de bactéries. En fait, on élève les bactéries. Quand on fait tourner les aérateurs, les bactéries se développent. Quand ils ont de l'oxygène, ils vont se multiplier. Et dans quelques heures, on va les arrêter. Ils seront trop nombreux et pas assez d'oxygène. On élimine comme ça les nitrates. C'est biologique. On utilise la nature pour en fait éliminer ce qui est le plus dangereux dans l'eau usée. C'est vraiment les biolimitants, c'est ceux qui développent la vie. Là, vous êtes sur les lits de rhizocompostage. C'est en fait la fin du traitement de toutes les matières qui sont présentes dans les eaux usées. Donc ça, c'est le Phragmite australis, le roseau commun dans le monde entier, sauf en Polynésie. On l'a fait importer spécialement pour mettre en place ce traitement. À l'époque, quand on a planté ces roseaux, c'était la 3e plus grande station d'épuration de France avec ce type de traitement. Et donc, la filtration naturelle faite par la plante va permettre de récupérer la partie liquide et de la renvoyer en tête de station pour la retraiter. Cette eau, on peut rejeter directement dans le lagon, c'est l'eau de baignade. C'est déjà conforme aux eaux de baignade dans la station. Entre les projets qui ont déjà vu le jour ici ces 20 dernières années et les projets qu'on a dans nos cartons, on voudrait en faire le premier lagon connecté au monde. Et tout ça, tout ce travail, tous ces projets font de Bora le vrai laboratoire du futur. Le lagon connecté est un projet unique au monde. La commune de Bora Bora s'est associée au CRIOB, une unité scientifique du CNRS pour installer des capteurs en des points stratégiques. Ils permettent de suivre en temps réel les impacts de l'activité humaine et du réchauffement climatique, ainsi que la vitalité de la faune et de la flore. Malgré tous les efforts déjà mis en place, la surpêche et le braconnage entraînent une raréfaction et une diminution de la taille des poissons. Certains individus n'arrivent même pas à maturité et leur reproduction est compromise. Pour résoudre ce problème, des habitants de la commune militent pour remettre en place un raoui, une tradition ancienne
qui a toujours fait partie de la culture polynésienne. Le rawi, c'est l'équivalent d'une zone interdite à la pêche et à la navigation pour préserver la ressource. Dans les temps anciens, y pêcher était puni de mort. Tamatoa Bambridge est anthropologue. Il est venu de Papeete pour écouter les récits et légendes de l'île afin de comprendre comment organiser au mieux un rawi. Baru te e tere ta uru hera mai ia karerei. Tere ia no te hare tato e mata e tiro o tumu o te i ne whenua, te parau no te oe, parau no te rima, te wei atura, te parau no... Hamaura, c'est un expert de la culture, c'est un grand sachant. Et nous, on a eu la chance de le connaître il y a 2 ans, quand on a commencé nos travaux sur le rahui. Donc il nous a expliqué un peu l'histoire de l'île, il nous a amené partout autour de l'île, montré les marais, leur importance, les lieux emblématiques de l'île. Voilà. Ça nous a permis aussi de comprendre comment voilà, les gens de Bora Bora se représentent l'île de Bora Bora. Ahamura est un taoua, le garant de la tradition orale. Il transmet les légendes anciennes de génération en génération. C'est ça le courant de tête pour aller ramer, là, pour aller à la guerre, hein? C'est ça. Voilà, tout good. Tahoua, étymologiquement, ça veut dire expert. On avait des tahoua pour tout. Des experts des plantes, des experts de la médecine, des experts de la pirogue. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de toutes les cultures anciennes. On les a un peu vite évacuées dans l'histoire de l'humanité avec cette foi dans le progrès scientifique et autres. On a quand même des formes de respect en fait, de la nature ancienne et qui se sont un peu perdues. Le rapport du Tahitien à la nature, c'est un rapport finalement généalogique. Souvent, on passe à côté. Quand on ne les interroge pas ou quand on ne les fréquente pas, en fait, on passe à côté d'une richesse qui est énorme. Voilà. Oui, tu regardes là. Voilà. C'est ça. Ok. C'est ça la vraie cloche. Le Hiro, hein, c'est ça. Cette cloche-là qu'on a fait ici, c'est Hiro. Le sorcier de Bora Bora, hein, c'est ça. Hiro est une des figures tutélaires les plus importantes de la tradition polynésienne. Selon la légende, Hiro façonna une cloche dans la roche volcanique. Ça, c'est pas pareil. On pouvait l'entendre résonner dans tout l'atoll. C'était la voix des dieux. La cloche, c'est pour appeler toute la population, parce que le roi veut parler. Pour ça on dit « Vovo ». Vovo, ça veut dire, c'est donner la parole. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement de savoir les lieux qui sont importants hier, mais qui sont aussi importants pour les gens aujourd'hui. C'est des lieux qui ont une importance culturelle, une importance politique, parfois même il y a de l'importance écologique. Donc en fait, on enregistre toutes ces informations et puis ça nous fait une couche, un calque d'informations, une carte, qu'on superpose avec d'autres couches. Donc voilà, on s'en sert vraiment au quotidien. Sa cloche avertissait la population d'une entreprise remarquable, comme l'établissement d'un nouveau rawi. Hiro s'écriait alors « Quand je frapperai la cloche, sa résonance et son esprit parcourront l'île entière. Les hommes, les dieux, les esprits, les varois sauront que j'ai besoin d'eux. »
Touréré a connu dans sa jeunesse le dernier Raoui. Son témoignage est essentiel pour comprendre comment mettre en place un Raoui de nos jours et le faire accepter par la population. Le Raoui est une bonne chose. C'est le moyen que les anciens utilisaient pour protéger les poissons, pour qu'ils puissent se reproduire, et aussi pour qu'il y ait toujours autant de poissons à pêcher. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, certaines espèces sont devenues rares ou ont disparu. Pourquoi? Parce que le Raoui n'est plus appliqué. Avant, le Raoui était en place pour 1 ou 2 ans, mais aujourd'hui, on ne le fait plus. On ne pêchait pas n'importe comment. Il y avait des règles. Tu ne pouvais pas non plus trop pêcher. Tu pêchais pour nourrir ta famille. Aujourd'hui, on pêche pour gagner de l'argent qui servira à acheter des boîtes de sardines ou du corned beef. Vous y comprenez quelque chose, vous? Pour moi, c'est un problème lié à notre environnement et à la nature. Pour moi, il n'y a qu'une seule façon de réparer tout ça. Il faut respecter la nature, respecter la mer et le lagon. Ici, là, on est sur un site touristique, donc dans le lagon de Bora Bora, sur la partie sud. On appelle ça le jardin corallien ou l'aquarium. Donc ça a été un site qui a été détérioré naturellement, hein, c'est-à-dire il n'y avait quasiment que des coraux morts. Et donc grâce à différents partenaires sur place, sur Bora Bora, ils ont restauré le site, c'est-à-dire avec des bouturages de coraux. Donc c'est-à-dire que malgré la construction des hôtels, toutes ces activités touristiques, globalement, bien évidemment, des endroits où c'est dégradé, des endroits où c'est mieux restauré, mais le lagon de Bora est toujours en aussi bonne santé. Pour quantifier précisément l'impact des activités humaines sur le milieu sous-marin, le biologiste David Leccini collecte des données sur toutes les différentes zones du lagon. Mettre en place un Raoui, c'est aussi permettre au poisson de devenir mature sexuellement et de se reproduire. Parce que certes, si le poisson grandit, mais qu'il ne peut pas se reproduire et qu'il est pêché avant, mais finalement, certes, il y a plus de poissons, mais ils ne se reproduisent pas. Et donc, nous, c'est le suivi finalement de ces écosites, de ces sites touristiques, pour voir l'évolution de la densité des poissons. La densité, c'est le nombre d'espèces de poissons qu'il y a pour 100 mètres carrés. Pour ça, on va tendre une corde de 50 mètres et ensuite, je vais compter les poissons 2 mètres de part et d'autre de cette corde. Il faut des données chiffrées pour pouvoir dire après aux prestataires, aux politiques, aux gestionnaires, mais voilà, vous aviez tant de poissons en 2019, il y en a tant en 2020, tant de poissons en 2021, leur taille augmente, leur taille diminue. Et comme ça, si on veut mettre en place un Raoui, on a cette notion de la biodiversité du lagon de Bora. Et on peut dire c'est là qu'il faudrait mettre un Raoui, ou à cet endroit, par contre, il n'y a pas d'intérêt parce que vous n'avez que des coraux morts, absolument aucun poisson. Ensuite, je vais récupérer un micro, donc un enregistreur acoustique sous-marin, qui lui enregistre l'activité des poissons, c'est-à-dire comment les poissons communiquent, quand ils communiquent, et voir si, quand il y a l'arrivée des bateaux, des touristes, il y a un impact finalement sur cette communication acoustique. Il faut savoir que les poissons ont besoin de communiquer pour survivre,
le mâle pour attirer la femelle, pour prévenir d'un danger. Et s'il y a un bateau qui passe, s'il y a beaucoup de bruit dans le lagon, les poissons vont plus s'entendre. C'est-à-dire que nous, s'il y a un avion qui passe là, on va pouvoir augmenter notre voix. Alors que les poissons, eux, le peuvent quasiment pas. Et donc, à cause de l'activité humaine, on va empêcher finalement le cycle de la vie de pouvoir se faire. Donc, cette communication est vraiment vitale dans les récifs coralliens. Haruru te atua tō e whawharere e amātou te maha, te mo te e tuhine, te mo e wana, e te hapi tamari, e te nā tamahine. A marutu nei mātou iau e te atua te whātaira me te nā te atua. Te mo mai te atua, tā tarahu nui i beso mai nā mātou. Te atua koi te mātou e te mo me atua, ki aue. Te ne hea atu nei a mātou iau e whaituitu mai au. E nini me rau e te pāre o topu i a mātou. Ia wai hau no tā mātou tau rāwha. Aujourd'hui, l'association des habitants de l'île Yavai Manoa Bora Bora a réuni tous les acteurs des études sur le Rahui pour mettre en commun les données collectées et définir une zone du lagon où l'établir. Donc, il disait, si on ferme là, ben, ça va les faire pousser plus loin pour aller pêcher. Donc, c'est bien de garder ouvert ici. Si on va par toutes les zones où on ne peut pas aller, c'est-à-dire les zones à hôtel, toutes les zones de prestataires touristiques où on peut pas aller, toutes les zones de pêche où on ne peut pas aller, qu'est-ce qui reste? Et il nous reste la partie sud, qui est déjà grande, hein, sud Matira et la partie nord-ouest. Donc là, moi je me disais plutôt un Rahui à ce niveau-là, parce que ce qui est un des problèmes sur Bora, c'est le platier récifal, où il n'y a plus d'oursins, donc il y a les algues qui se décrochent et qui après vont dans les hôtels ou chez les particuliers. Et là, il y a très peu de poissons, perroquets, tous les pêcherets, tout ça. À peine ils te voient, ils vont plus vite que ça ne vole, toi. Tellement ils ont peur de la pêche. Donc bloquer cette zone-là, côté lagon, et à ce moment-là, bloquer ici, cette zone-là, pente externe, et un petit peu côté platier. En disant, comme ça, on fait une grande zone, en excluant tout ce qui est bateau, jet ski, comme ça évite aussi au bruit d'impacter les poissons qui sont dans cette zone. Il disait qu'il voyait souvent les... Théani est professeure de SVT au collège de Bora. C'est elle qui dirige cette association de bénévoles qui a pour mission de superviser toutes les initiatives environnementales de l'île. On aimerait qu'il y ait un développement harmonieux, équilibré, et que l'attrait touristique ne prenne pas le dessus sur l'aspect nourricier. Donc c'est bien notre mission, c'est-à-dire pour un développement durable, on doit prendre en compte le social, l'économie et l'environnement. Le plus facile, ça va être la mise en place. Le plus difficile, c'est ce qui va vous incomber, c'est la gestion. L'expérience qu'on en a, c'est que tous ceux qu'on a fait et qui fonctionnent, c'est tout interdit. Là, la pêche serait aussi interdite sur le platier alors? Ouais. Pas l'océan, on touche pas. Mais je pense qu'il faudrait continuer les enquêtes à ce niveau-là. Déjà une belle zone quand même. Hein. Ouais, ok, on voit les drapeaux. Tu vois la piste d'aéroport. Donc l'idée c'est de partir de la maison qui est à droite, le bout de la piste de l'aéroport, aller jusqu'à la fin du motu de l'aéroport. Et ensuite il y a une série de motus, dont celui de Paul-Émile Victor, plus Teveiroa, donc d'essayer d'avoir le maximum de distance pour mettre le Rahui en place ici. Donc ici, on est sur un des motus sur la partie nord-ouest de l'île. En arrière-plan, vous avez l'aéroport. Et donc l'idéal, et la discussion qu'on va avoir maintenant avec la population et les politiques, ça serait de mettre un Rahui finalement de l'aéroport finalement jusqu'à la passe, ou au moins en incluant le maximum de motus et surtout des habitats qu'il y a entre ces motus.
Pour mettre en place un Raoui, il faut qu'il y ait une diversification d'habitats, c'est-à-dire un maximum d'habitats différents, c'est-à-dire de paysages différents, c'est-à-dire les Alpes, des plaines, si on compare un peu à la France. Donc là, c'est un peu la même chose, on va essayer d'avoir cette multitude d'habitats possibles, parce que plus il y a d'habitats, plus il y aura de maisons potentielles pour plusieurs espèces de poissons, que ce soit aussi bien des poissons commerciaux que des petits poissons qui viendraient se protéger au bord finalement de cette plage. Pour que ça fonctionne, c'est le principe de l'économie d'énergie. Il faut dépenser le moins d'énergie. Du coup, être dans une zone où il y a peu d'activité, être dans une zone qui est finalement pas si habitée que ça aide en fait à ce que le Rahui soit efficace. Bon, maintenant, il faut quand même demander ce que la population en pense, surtout les habitants des Motu, et puis comment ils voient la gestion de ce Rahui à l'avenir. À la fois son périmètre, à la fois les règles qui vont s'appliquer et à la fois les conditions d'ouverture et de fermeture de la zone. Sans les pêcheurs, il n'y a pas de Rahui. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on ne va pas mettre un garde derrière chaque corail, on ne va pas mettre, etc. Il faut que ça soit géré par eux et pour leur bénéfice aussi à eux. Parce que sinon, on ne va jamais y arriver. En plus, ceux qui connaissent le mieux les sites, donc même pour dessiner les sites et autres, c'est mieux d'avoir leur aide que de s'en passer. On est pessimiste, le changement climatique est à l'œuvre. Maintenant, je dirais que c'est une course contre la montre, parce que l'ensemble du monde va être soumis à cette fréquence des changements climatiques. On l'a vu l'année dernière. Une grande partie des poissons sont morts par manque d'oxygène. Donc ces crises vont se répéter. Simplement, on essaye de construire une gestion qui permette de résister comme on peut à ce genre de crise. Mais après, comme dit Tamatoa, s'il y a un changement climatique global, une élévation de température, tous les efforts qu'on aura mis en place ne sont pas nuls, mais seront au moins atténués par les mesures locales. C'est-à-dire qu'on aura un effet moindre, mais quand même important, sur le lagon de Bora Bora. Mais essayons au moins de réduire cet impact à notre échelle. Après, il faut une prise de conscience mondiale. Voilà. À Bora Bora, des bénévoles surveillent en permanence les moindres variations du récif. Ils sont membres d'un réseau de vigilance mondiale, les Reef Checkers, les gardiens du récif. Milton est le référent local de Bora Bora. Même s'il n'a pas de connaissances scientifiques poussées, il est volontaire. C'est ce qu'on appelle la science citoyenne participative. Donc voilà le matos du Reef Checker. Donc ça c'est un petit guide du Reef Checker. À l'intérieur, il y a un guide qui nous permet de faire un petit rappel sur les types de poissons qu'on doit compter, ainsi que les invertébrés et le substrat. Comme c'est une première pour moi, j'ai demandé l'aide de notre biologiste marine, Manon, qui va m'aider un peu à faire les repérages et surtout à faire les comptages, puisqu'elle est biologiste marine, donc elle connaît bien la faune marine. Les mains, c'est aussi le diadéma, mais tu te rappelles qu'il avait les bandes. Ouais. Le comptage, ça permet de voir l'évolution de notre faune marine, de voir aussi les coraux si ça évolue dans le bon sens, c'est-à-dire que ça pousse bien, ou ça évolue dans le mauvais sens avec le réchauffement climatique, s'il y a des blanchiments des coraux. On va être trop bombé. Les reef checkers ne sont pas forcément des scientifiques. On va prendre quelqu'un de local pour qu'il soit là à chaque séance de check. On prend des personnes qui s'intéressent à notre milieu marin. Depuis 3 ans, le Collège de Lille pilote un projet d'aire marine éducative.
allez bien. Voilà, je vous présente Alana. Ça va? Ça va. Une salle de classe les pieds dans l'eau. Une zone marine que les élèves vont apprendre à gérer par eux-mêmes. On va tous marcher derrière le fil. Personne ne touche le fil. On va marcher parallèle à... Poussez-vous un peu plus, s'il vous plaît. Lâchez le fil. Voilà. Ok, on y va doucement. Regardez ce que vous avez devant vous. C'est quoi ça? C'est vivant ou c'est mort? C'est vivant. Comment? C'est mort quand t'as pris. Si c'est mort, il est blanc. Alors quand c'est vert, c'est vivant, ok? C'est blanc, quand c'est blanc, c'est mort. Quand il est mort, il est blanc, effectivement. Et ça sert à quoi? Quand il est blanc. Voilà, il devient du sable. Hein? Alors c'est ça. Là, tu as les sédiments qui remontent. Hein. Donc là-bas, c'était plutôt la zone vaseuse. Ici, sablo-vaseuse et sableuse là. Vous avez fait l'atelier avec Stéphanie? Oui. Alors comment ça s'appelle ça? Il faut pas oublier, il y a une fiche à remplir, c'est noté sur 20. Hein? On vous a pas dit? Non, on n'est pas venu là. Ah ben, il faudra tout refaire. Dans un premier temps, ils apprennent à différencier les différents substrats. La présence de coraux morts, coraux vivants, ça va leur permettre, lorsqu'ils plongeront, d'identifier, ah, c'est un corail massif, celui-là est mort, on a des algues à ce niveau-là, il y a beaucoup plus de poissons. Ça va leur permettre d'être un peu plus clairvoyants sous l'eau et de voir le monde sous-marin autrement. C'est de mouiller. Oh, regardez. Ah ben, Le corail, il ne faut pas marcher dessus. Imaginez s'il y a un dinosaure qui vous marche dessus, qu'est-ce qui se passe? Là, on meurt. Voilà. Eh ben, comme les coraux. voilà. Donc si vous marchez sur le corail c'est pas un caillou, hein, c'est un animal. Si vous leur marchez dessus, ben, ils meurent. Voilà, donc baladez-vous tranquillement et faites attention à vos pieds. Donc essayez de reconnaître coraux massifs, branchus, foliacés, en croûtant. Vous en avez vu ici. La transmission est vraiment importante. Il faut que les enfants soient conscients en fait de leur impact dans cet écosystème. Hein. Pour qu'ils en soient conscients, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils apprennent à connaître. Donc la pédagogie, l'enseignement a toute sa place pour former dès maintenant nos citoyens de demain. Quel âge vous avez, vous? 11 ans. Vous mesurez combien? À peu près. Eh bien, le corail à 11 ans, il mesure 11 cm. Vous voyez? Certains grandissent que de 1 cm par an. Il est nécessaire qu'ils deviennent de bons gestionnaires du lagon. Demain, on revient. Et tu as été jusqu'au tombant. C'est des branchures. C'est des branchures. Quand je dis si un jour on arrive à maîtriser nos sources d'énergie, moins de bruit dans le lagon, moins de bruit sur le terre, moi je pense qu'on vivra mieux à ce moment-là. Si on pouvait faire de ce lagon un vrai vivier pour les générations à venir, je pense que c'est ce à quoi il faut qu'on y arrive. Et tout converge vers cette idée d'avoir un milieu peut-être préservé, mais un lagon bien vivant, hein, avec plein de poissons, plein de coraux vivants, ça c'est notre rêve.